Ce conte nous permet d'entrer dans le vif du sujet de cette dernière ligne droite que l'on va aborder avec Inès Casalas et puis Karine Mazel, que j'invite à me rejoindre sous vos applaudissements. Voilà. Alors, nous avons discuté en amont, j'ai en tête les questions que j'avais envie de poser, mais j'imagine que Inès et puis Karine, vous souhaitez peut-être réagir à chaud. En tout cas, je vous invite très volontiers à me dire si voilà, on peut considérer que ce qu'on vient d'entendre est une entrée en matière de la relation entre le conte et l'écologie. Voilà, Inès. Alors, je précise que vous connaissez bien le travail de Sylvie, de même que Karine, que vous connaissez toutes les deux, donc je ne fais pas plus ample présentation. Inès, pour commencer. On ne peut pas rêver plus belle introduction à une présentation sur conte et écologie, à une discussion du moins. Je pense ça paraît évident d'articuler conte et écologie, et pourtant c'est assez récent que le conte vienne vraiment au devant des discussions liées à l'écologie, parce que ce qui a longtemps prévalu, c'est le prisme psychanalytique. Je pense que vous êtes beaucoup dans cette salle à connaître le livre de Bettelheim, mais il y a aussi des interprétations comme celle de Marie-Louise Frantz. Et donc, quand on a le prisme psychanalytique et qu'on rencontre dans les contes des plantes et des animaux, eh bien, on va y voir des formes de projection de la psyché humaine. Et donc, on va parler de moi, de ça, de surmoi. On va vraiment voir dans les plantes et les animaux des figurations symboliques de ce qui nous anime, les pulsions, les désirs, les peurs, etc. Et puis, on a aussi une approche longtemps structuraliste et formaliste des contes, où finalement les animaux, les plantes, c'était des adjuvants, des opposants, des actants, avec tout un vocabulaire technique comme ça qu'on a aussi enfoncé dans la tête des collégiennes et collégiens. Bon. Quand on se limite comme ça à l'approche psychanalytique ou formaliste, structuraliste, on voit ce qu'on perd. On voit, et même si on fait une lecture sociale, on peut tout à fait, on l'entend, Sylvie nous la suggère aussi, on peut faire une lecture sociale de ce conte et dire que finalement cet homme ébénier, c'est une figure d'étranger, et que ce qui se déchaîne, c'est un racisme et une peur de l'étranger, une xénophobie. On peut faire cette lecture sociale-là, mais je pense qu'il y a, et de toute façon les contes c'est beau et on les aime pour ça, c'est cette puissance de lecture, cette diversité de lecture, et évidemment que on a aussi, on peut vraiment avoir une lecture écologique de ce conte et y entendre vraiment littéralement une histoire d'amour entre une humaine et un arbre, et c'est le cas de bien des contes. Et on pourra voir en quoi on peut aussi en faire une lecture animiste, au sens de l'animisme, mis au jour par Philippe Descola, que je cite parce que vous le lisez, vous le citez dans vos écrits. On reviendra là-dessus, une vision animiste qui autorise à penser la communication possible entre des êtres qui ne relèvent pas de la même physicalité, qui ne s'incarnent pas dans les mêmes éléments, voilà. Mais auparavant, peut-être une réaction à chaud de Karine quant au fait que, ben voilà, ce qu'on vient d'entendre nous fait rentrer de plein pied dans une vision, une lecture écologique du conte, ou une lecture de l'écologie par le conte. Oui, enfin, parce que je vais réagir à la fois au conte qui est absolument sublime et à ce que vient de dire Inès, puisque je suis conteuse et psychologue d'orientation analytique. Et donc, en tout cas, pour moi, ce qui est magnifique dans les contes, c'est ces différents niveaux de lecture possibles. Et il y en a encore, bien sûr, beaucoup d'autres. Et c'est cette ouverture à différentes lectures qui fait sa puissance et qui est impossible à circonscrire de manière totale et définitive. Et puis moi, la chose qui
me bouleverse dans les contes et qui me semble très précieux à partager, c'est le fait que les séparations entre les règnes ne sont pas aussi claires que ce que les biologistes et les scientifiques ont bien voulu nous faire croire. Et ils portent témoignage de ça, et j'en dirai quelques mots après. Ça fait partie des choses sur lesquelles je m'appuie, de ce réconfort qu'il y a à se sentir relié, de ce que ça peut apporter dans le cadre d'un travail psychothérapeutique. Dans mon souci de vous faire réagir à tout prix à chaud, j'ai omis de préciser que Karine est conteuse, effectivement, et psychologue clinicienne et psychanalyste. Et il serait intéressant de voir comment vous avez mis en dialogue les deux, même si Inès a rappelé l'antériorité, l'intérêt ancien des psychanalystes pour le conte, et comment de là, dans un dialogue avec Inès, vous en êtes venu à vous coltiner avec les enjeux écologiques. Mais auparavant, je reviens avec Inès qui, sauf erreur, a initié un peu cette discussion avec vous, en revenant sur peut-être le constat que vous faites dans un de vos écrits, c'est cette tendance à vouloir publier, éditer des contes comme un instrument de sensibilisation, d'éducation aux enjeux écologiques. Ça paraît être une mode récente, alors qu'en fait, ce rapport est beaucoup plus ancien, sauf qu'on ne le percevait pas. Oui, alors là, Sylvain, tu me proposes de sortir mes griffes, c'est-à-dire que je ne vais pas me transformer en tigresse devant vous, mais plutôt vous parler d'une certaine mode de contes écologiques pour enfants, où on invente des histoires avec un sous-titrage, un message très appuyé pour dire, vous voyez, il faut protéger la planète, etc. Et bon, souvent, c'est des contes assez discursifs, assez appuyés, où on n'a pas du tout justement cette polysémie qui me semble précieuse. Et on nous parle aussi de il faut faire des petits gestes, il faut protéger la planète, Et il me semble, moi, plus riche de relire des contes de tradition orale qui ont aussi parfois été littérarisés, des contes des Grimm, des contes d'écrivains et d'écrivaines, et de les relire en ayant une lecture anthropologique, c'est-à-dire tu as parlé d'animisme, et on l'a entendu vraiment dans le conte de Sylvie. Oui, l'animisme, c'est le fait de considérer des non-humains, des plantes, des animaux, des pierres, comme des personnes. Ce qui demande des égards, ce qui amène des relations particulières, si bien que il y a vraiment des relations sociales, affectives avec des non-humains, et il y a des gestes, des égards. Alors, bien sûr, on pense, là on a entendu une histoire d'amour, on pense à tout cet immense ensemble de contes qu'on appelle les animaux secourables ou les végétaux reconnaissants, c'est-à-dire, c'est comme par exemple la reine des abeilles, puisqu'on a des spécialistes des Grimm, c'est-à-dire que un héros ou une héroïne va sauver la vie d'un animal ou d'un végétal, et plus tard, l'animal ou l'arbre, la plante lui rendra ce service à son tour, etc. Et donc il y a une forme d'entraide. Et bien sûr, tout cela peut avoir des échos écologiques. Bon, peut-être les sciences, on en parlera un petit peu plus tard. Donc, bien sûr, on a tous ces contes qui nous parlent d'amour, d'amitié, d'entraide, d'harmonie. Mais ce que je trouve précieux dans les contes, c'est qu'ils nous permettent aussi d'approcher quelque chose de plus dérangeant, à savoir aussi ce qu'un anthropologue qui s'appelle Charles Stepanov appelle la violence anthropique, ANTH, c'est-à-dire la violence que nous, êtres humains, exerçons sur nos milieux pour nous nourrir, pour nous abriter, pour nous vêtir. Et on l'a entendu d'ailleurs aussi dans le conte de Sylvie, le moment où l'homme guérisseur va faire cette sculpture, il enlève l'écorce, oui, il y a du bois, on le sent pas forcément quand on achète du plancher, etc. Mais ce sont des êtres vivants qui ont été réduits à l'état de matière pour nos besoins.
Et le conte, plutôt que de cacher cette violence comme nous on le fait, voilà, en transformant en matière des animaux, des plantes, etc., eh bien, va nous amener à symboliser cette violence, à nous confronter à ce qui dérange. Et c'est aussi pour moi ce qui est précieux, c'est qu'il y a cette zone de trouble qui est aussi importante à prendre en compte. Parce que alors vous avez vu qu'elle me tutoyait, donc je vais devoir aussi user du tutoiement et j'en suis ravi, on se connaît. Et ce que j'apprécie aussi dans ta démarche, c'est que pour autant tu ne dresses pas le conte comme une sorte d'antidote à la science. Qu'on pourrait soupçonner, accuser d'être au service de cette vision de la nature qu'on pourrait exploiter, etc. Au contraire, tu rends justice au merveilleux de la science, tout en rendant justice au merveilleux du conte et en essayant de montrer comment ces deux merveilleux peuvent dialoguer, s'enrichir et nous éclairer sur ce rapport que nous avons écologique à notre milieu. Est-ce que je fais une mauvaise interprétation de ton travail? Oui, on a parlé d'étonnement avec Aboubakr Shraibi. Le merveilleux, très longtemps, se merveiller en ancien français, c'est s'étonner de quelque chose. Donc le merveilleux, c'est ce qui étonne. Et jusqu'à l'époque classique, on peut s'étonner de choses admirables qui vont provoquer l'admiration, de prodiges, voilà. Mais on peut aussi s'étonner de choses effroyables qui font peur. Et justement, là, je parlais d'articuler l'émerveillement positif et l'émerveillement. Enfin, voilà, je pense qu'on est aussi on est en pleine crise écologique et le conte est un des lieux pivots pour justement penser cet étonnement. Qui est aussi fait de peur. Et c'est aussi avec ces affects-là que les contes nous permettent de se relier. Et oui, on caricature souvent les sciences, et d'ailleurs il y a des usages assez ésotériques. Il faudrait finalement en quelque sorte se convertir collectivement à l'animisme, ce serait la solution. Bon, évidemment, déjà c'est aussi une façon ce serait une sorte de ressource symbolique pour nous occidentaux, qui avons comme ça accès à tout un confort de vie. Et puis on aurait à la fois ce privilège d'être dans une économie capitaliste extractiviste et de pouvoir comme ça, pour notre confort mental, parler avec les mésanges. Bon, donc et puis il y a une certaine caricature des sciences aussi qui est faite, alors que bien sûr qu'il y a eu une vision mécaniste, à l'âge classique, où on va réduire les animaux à des agencements, à une logique physiologique, sans intériorité, sans affect, sans sensation. Mais les sciences du vivant les plus récentes, au contraire, nous permettent de renouer avec l'intelligence du vivant, avec des choses absolument étonnantes, le fait qu'il y ait des communications entre les espèces, le fait que, je vais pas détailler davantage, mais vous voyez tout ce à quoi on accède grâce aux sciences. Et donc il me semble qu'il y a aux sciences les plus récentes qui sont un peu dans une sorte d'éthologie généralisée, qu'on se rend compte que tout se comporte, Et il me semble intéressant de faire des branchements en quelque sorte entre les contes de tradition orale et les connaissances scientifiques. Ne serait-ce que, par exemple, le fait que on puisse ne serait-ce que respirer, le fait que la terre, qu'on puisse se nourrir, se vêtir, etc. Toute cette dépendance-là, les scientifiques, ils en parlent, ils parlent de milieux donateurs. Et donc, tous ces comptes de reconnaissance, etc., nous permettent de reprendre conscience de notre dépendance. C'est-à-dire que si le monde est habitable, c'est grâce aux non-humains.
Donc ça permet d'avoir cette... donc évidemment, il ne s'agit pas d'aplatir, d'aligner, il y a des différences. Pour les scientifiques, il n'y a pas d'intentionnalité, il n'y a pas de sacralisation de la nature, mais on trouve chez des biologistes le mot de gratitude, de gratitude pour les écosystèmes. On peut aussi faire plein de branchements différents. Je vais peut-être donner encore un ou deux exemples, mais on entendait dans le conte de Sylvie, là, les humains et les arbres sont faits des mêmes racines. On peut connecter les contes de tradition orale à l'histoire de l'évolution du vivant, qui fait que nous avons en nous des ascendances végétales, animales, bactériennes, et que les contes nous parlent aussi de cette symbiose-là, de cette hybridité, de cette... ouais. Peut-être que dans la salle, il y a des personnes qui reconnaîtront dans cette approche des propos, une vision d'un Baptiste Morisot. Et rien que de plus naturel, puisque tu te plonges dans ces travaux, tu te nourris aussi de ces travaux. Et ce que je trouve justement intéressant du coup dans ta démarche, c'est de faire un pont entre son approche philosophique et puis l'univers des contes. Oui, disons que je suis une littéraire, pour ne rien vous cacher. Donc, après, je suis en littérature comparée, donc on compare sans cesse des disciplines entre elles. Moi, je compare beaucoup littérature et histoire, littérature et anthropologie. Mais je ne lis pas en première main des articles de biologie très pointus. Non. Voilà. Et donc, pour moi, un des intérêts de Baptiste Morisot, c'est de diffuser des connaissances scientifiques très pointues et de les penser avec ces outils de philosophe. Et il y a aussi des points de disjonction, mais en tout cas, pour moi, c'est précieux parce que ça... Dans un de tes articles, et ça fera transition avec Karine, curieusement, cet article, avant le paragraphe conclusion, se termine par le mot écosystème. C'est pas du tout un mot qu'on a l'habitude d'associer à l'univers du conte. Et bien, c'est précisément celui sur lequel a rebondi Karine pour filer la métaphore entre l'écosystème qui renvoie plutôt au milieu technologique, d'innovation, et puis le conte. Avant de nous dire comment tu t'y prends, voilà que je la tutoie aussi, que tu t'y prends, j'aimerais revenir un peu au début de ton parcours qu'on a évoqué. Tu es psychologue clinicienne, psychanalyste, et alors, je crois me souvenir que c'est par le conte que tu y es venue. Oui, c'est ça. Alors, pourquoi et comment et qu'est-ce qui t'y a conduit? Je peux pas dire que c'est vraiment le conte qui m'y a amené, mais en tout cas, évidemment qu'en côtoyant les contes, j'ai eu affaire à Bettelheim, à Freud, à Jung, et donc la matière de l'inconscient dont ces contes sont tissés ne m'était pas étrangère. Et donc, bien évidemment que la parole symbolique telle qu'elle est envisagée par la psychanalyse notamment, et appliquée, la lecture symbolique appliquée au conte, j'étais familière de cette manière de voir le monde, et de traduire. Alors, une manière qui assume la part d'incertitude et du coup qui inspire ta pratique de psychologue clinicienne et de psychanalyste avec l'idée que quand tu interviens, c'est pas pour apporter une solution, déployer un protocole, etc. C'est pour assumer l'incertitude qui entoure la relation à nouer avec le patient ou la personne auprès de laquelle tu interviens? Alors, je dirais que, en fait, je propose... Là, je vais vous parler de la manière dont je travaille avec les contes en individuel, parce qu'il y a aussi en groupe. En tout cas, en individuel, ce que je dirais tout simplement, c'est que j'invite le conte comme on invite un ami avec qui on va discuter, ou pas d'ailleurs. Parce que l'ami, il y a déjà des choses à dire. Je l'invite à la table et je permets ce qui crée ce que j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps sur ma pratique en lien avec les concepts de la psychothérapie institutionnelle qui apportent la notion d'ouverture, de relation et d'extraterritorialité.
C'est-à-dire que tout à coup, là où on a un patient avec un psychologue clinicien, on a 3 êtres humains, 3 êtres, moi, un autre qui écoute, et puis le comte, qui se mettent en dialogue. On est dans de l'animisme, là. Ouais. Pardon. Oui, on est à 3 à discuter. Et puis, vous en avez fait l'expérience ce soir de ce que ça ouvre d'immense dans un espace interne, parfois, souvent même dans la situation clinique, douloureux. Souvent, la souffrance psychique se caractérise par la stagnation et par l'immobilisme, le repli, par la répétition. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui arrive d'imprévu, d'inconnu, d'inattendu. Ça crée de l'étonnement. Et ça, c'est fondamental dans la relation clinique. C'est-à-dire que moi-même, je suis étonnée parce que je propose de choisir le compte au hasard. Pas du tout. Je fais pas une interprétation psycho, je sais pas quoi, en disant tel compte, ça va bien pour telle situation clinique. Pas du tout. Je ne fais aucune hypothèse, je n'ai aucune intention autre que de ouvrir un espace dans lequel qu'on va parcourir ensemble. Voilà, ça c'est un aspect de ma pratique. Pour rebondir sur ce que disait Inès et faire le lien avec la dimension écosystème, c'est vrai que travaillant avec les contes, je me suis dit, mais au fond, et ça, c'est pas moi qui le dis, déjà, Henri Gougaud et puis plein d'autres considèrent ces récits comme des organismes vivants qui obéissent aux mêmes lois que les écosystèmes, à savoir qu'ils sont en interaction permanente avec un extérieur, en rééquilibrage permanent avec des perturbations pour lesquelles il faut se réajuster, et puis se transforment. Et c'est parce qu'ils sont dynamiques que la vie est maintenue. Et donc, la chose très importante que je voulais dire par rapport à ce dont témoignait Inès, c'est la notion d'interdépendance. Quand raconter un conte, c'est proposer à quelqu'un de faire l'expérience de l'interdépendance. Parce qu'en vérité, si on regarde, d'abord, il y a une interdépendance avec le vivant et une confiance dans la relation avec le vivant qui est tout le contraire de l'ego-psychologie, tout le contraire de ce qui, à mon avis, est tout à fait délétère au plan individuel et collectif, c'est le culte de la confiance en soi et de la résilience, basé sur l'autonomie et la pensée positive. Que tout va s'arranger. Eh bien, dans les contes, ça s'arrange, mais provisoirement. Et il y a quelque chose d'infiniment soulageant à pouvoir se relier à l'expérience du vivant dont nous sommes partis, comme tu l'exposais tout à fait tout à l'heure. Nous sommes partis de ce vivant, nous en sommes partis, et donc, eh bien, que nous montre l'expérience d'un écosystème quel qu'il soit, c'est que le déséquilibre est la nécessité pour la préservation de la vie. Et que dans les contes, c'est pas un hasard si les personnages sont plats et n'ont pas de psychologie. Je préfère le mot entité qu'archétype. Je vais pas développer pourquoi. En tout cas, on retrouve que là, par exemple, la Baba Yaga qui est brûlée à la fin d'un conte ou qui tombe dans... Eh bien, elle revient dans le cycle d'après. Et en fait, les perturbations, les oppositions, les épreuves, autrement dit, elles n'ont pas de fin. Ça peut paraître tout à fait... C'est contre-intuitif et paradoxal, mais c'est très soulageant. Parce qu'en fait, cette quête du bonheur total et définitif, elle est absolument tragique. Cette injonction à la confiance en soi, elle est absolument désolante et elle renforce le sentiment de solitude existentielle. Dans les contes, quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qu'on fait ? On s'agrandit, on se dilate, on agrandit nos liens et nos racines avec le vivant. Et c'est là qu'on trouve des solutions. Et j'ajoute à ça la dimension formidable des contes, qui est que l'écosystème du récit se reconfigure parce qu'il y a des interdépendances avec le vivant et l'ensemble des règnes et avec l'invisible. Ça, c'est fondamental. Et dans la relation thérapeutique, soulager
la personne de cette injonction à avoir confiance en elle, agrandir sa perception de sa situation qui n'est pas simplement narcissique, égotique, mais il y a quelque chose de beaucoup plus vaste. Après, je pourrais parler de... voilà, donc le trouble, parce que ça n'est pas un discours, comme tu l'as dit. C'est-à-dire qu'un conte, moi, quand je le raconte, je ne sais pas ce que je dis. Par contre, celui qui écoute, il est persuadé que je l'ai raconté pour telle raison. Et tous les conteurs et conteuses qui sont présents ici savent que quand on raconte un conte, la parole de l'autre est invitée. Et que ce qui est dit, moi-même, je n'en ai aucune idée. Et moi-même, je vais être transformée par ce qui va être dit. Et ça, c'est la poétique de la relation, vraiment, dans laquelle que le conte permet. C'est-à-dire que je suis modifiée par cette expérience. Voilà. Donc, ça rétablit un rapport d'horizontalité et non pas de surplomb d'un psychologue clinicien qui verrait des symptômes et qui aurait des solutions. Ça serait intéressant de savoir comment l'institution accueille ce type de démarche. Et avant de prendre les questions de la salle, peut-être une question pour Inès, que je laisse réagir à ce qu'on vient de dire, mais en essayant aussi de répondre au doute que j'ai quand même. J'ai envie de dire waouh, mais est-ce qu'il n'y a pas un usage abusivement métaphorique de cette notion d'écosystème? Comment, Inès, vois-tu l'usage, la manière dont Inès s'est appropriée cette notion dont tu parles toi-même dans tes travaux? Bon, mais une métaphore, si elle est éclairante et aidante, pourquoi pas? Moi, j'ai envie aussi de développer peut-être une vision plus littérale de l'écosystème et de reparler peut-être de l'oralité, de l'importance de pas seulement lire des contes, mais en écouter, en entendre par la voix, parce qu'il me semble qu'on est en lien avec une dimension plus vibratoire, corporelle, aussi animale. Et je pense que une des choses aussi qu'on traverse dans les contes, c'est l'impossibilité de fusionner entre espèces. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des métamorphoses, il y a des mariages interspécifiques, il y a des alliances, des changements d'état, donc ça, entre les règnes, il y a plein de formes de rencontres. Mais il y a aussi la pensée d'une différence des espèces, et on l'a aussi entendu, que la fusion dans le conte de Matsang est aussi impossible dans la vie. Et aussi, même du point de vue de la langue, le conte s'ancre souvent dans un temps très lointain, celui où les hommes et les bêtes parlaient la même langue. Et les conteurs et conteuses font aussi avec cette différence, c'est-à-dire que les espèces ont été indifférenciées dans les cosmogonies, etc. Mais on doit faire aussi avec cette différence des espèces. Et il me semble que la langue même des conteurs et conteuses, elle travaille avec une matière vraiment sensible d'écoute dans les écosystèmes, c'est-à-dire que il y a des onomatopées. On va imiter, on entend les bruissements de feuillage, le vent des animaux. Et bon, il y a aussi une lecture chamanique du conte de Sylvie. Un bon chaman, c'est celui qui sait imiter les animaux. C'est pas seulement celui qui connaît des récits et des formules. Donc il y a des onomatopées, il y a des formulettes qui reviennent, il y a des assonances, etc. Il y a des mimologismes. Bon, et il me semble que pour moi littéraire, qui était biberonné au chef-d'œuvre que j'aime toujours. Je lis toujours des écrivains et des écrivaines dont j'admire la complexité. Mais disons que quand on m'a appris à commenter les textes, il y avait quand même un certain dédain pour le mimétisme, comme si c'était quelque chose d'un petit peu enfantin, un peu primitif. Et là où l'étude des contes m'a vraiment déplacée, c'est que je me suis rendu compte de la puissance de l'anthropomorphisme et de tous ces procédés mimétiques, parce que c'est une façon d'être en relation et d'être partie prenante d'un écosystème. Et donc ça a assez mes jugements de littéraire un peu péremptoires, je les mets un peu en voilà.
Karine, tu souhaites réagir à ma remarque sur les risques de pousser trop loin la métaphore de l'écosystème, et ensuite on prend les questions. Le risque, quel serait-il ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je peux dire, bon, bien sûr, une métaphore est une métaphore, elle a ses limites, mais je peux dire que moi, elle m'a vraiment été très précieuse pour justement me décoller de la grille strictement, toutes les grilles que Inès a déclinées de tout à l'heure, hein, et tout à coup d'observer aussi, de se décaler par rapport à la morale. C'est-à-dire que si on observe un conte comme un organisme vivant qui subit une perturbation, hein, et puis qui va se réorganiser, il va y avoir un autre ordre du monde qui va naître, particulièrement dans les contes merveilleux, eh bien, du coup, on n'est plus en train de faire des jugements moraux sur les personnages. Voilà, on est dans la lutte pour la survie d'un ensemble et pas d'un héros. C'est-à-dire que ça soulage énormément les contes de cette partition entre les adversaires méchants, les êtres gentils. Non. En fait, chacun joue son rôle pour qu'il y ait la vie qui puisse continuer. Et la vie, pas du héros, parce que du coup, on n'est pas centré sur le héros dans cette lecture. On observe le récit lui-même en tant que héros, comme écosystème soumis à des perturbations qui va se réorganiser, et puis avec toutes les modalités qu'on trouve dans les écosystèmes, à savoir la prédation, la compétition, la symbiose et aussi l'amphibiose, qui est particulièrement à l'œuvre avec les personnages surnaturels, parce que les personnages surnaturels que sont souvent les sorcières, on va dire, ou les baba-yagas, selon comment on se comporte, elle va être bénéfique ou au contraire une entrave sur le moment. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, chacun fait son boulot pour que chaque personnage, et dans les contes, tout est personnage, hein, la forêt est un personnage aussi, eh bien, puisse arriver vers un nouvel ordre. Provisoire, toujours provisoire. Et c'est là aussi que ça nous déplace de cet happy end hollywoodien. Et j'ai une autre analogie, parce que j'aime bien les métaphores, c'est la résolution d'un conte, ce serait plutôt quelque chose de musical, hein, comme à la fin d'un mouvement qui se conclut. Et on sent que c'est évident, que c'est soulageant. Et du coup, on n'est plus dans la victoire du héros qui a réussi grâce à ses qualités individuelles. C'est un mouvement, et puis après, il y en a encore un autre, et encore un autre. Et c'est ça le mouvement de la vie. Avec aussi, très important pour moi, de rétablir la mort comme une nécessité, la violence anthropique dont tu parlais, c'est-à-dire que oui, vie, mort, vie, tout ça, c'est absolument intriqué. On n'est pas dans des valeurs positivistes dans lesquelles il y aurait d'un côté le négatif, hein, qui serait les méchants, qui serait la mort. Non, tout ça est intriqué. Et il n'y a pas de... C'est pas anthropocentriste. Si par exemple, je pense au conte de la Féronarde, dans lequel il est dit que la rivière, elle souffre de ne pas avoir de poissons, puis finalement, un des frères apprend que pour que la rivière puisse avoir des poissons, il faut qu'elle engloutisse un homme. Bon, ben, quand le frère y va et se fait engloutir, c'est pas un drame, c'est juste nécessaire à la rivière. Et voilà. Renversement de perspective. Eh, mais c'est très important, parce que on arrête du coup de servir des récits positivistes, moraux. C'est quelque chose qui agrandit notre humanité. Nonobstant l'objection apparente que j'ai faite sur cet usage métaphorique, en fait, ce que j'apprécie dans ta manière de faire, de rapprocher le conte de l'écosystème, dans le texte que tu m'as adressé, je ne sais pas s'il est encore publié. Ça sera en 2026. Alors j'invite à le lire, parce que en fait, il n'y a rien de péremptoire. Tu nous expliques comment tu en es venu à cette notion et comment ça te trotte dans la tête, ça te fait réfléchir, etc. Donc il y a une manière d'user de la métaphore que je trouve assez agréable, qui est mise en récit. Il y a comme une mise en abîme. Je ne sais pas si Inès a eu connaissance. Non, voilà. Et pourtant, elle est citée, je crois. Textes. Voilà. D'autres textes, Karine. Ouais. Il nous reste encore du temps pour prendre vos questions. Monsieur, alors un micro, parfait, merci.
Il nous reste, voilà, c'est ça. Merci. Je voudrais revenir sur les propos que vous avez tenus au début, Inès. Vous avez parlé de contes. Merci. Donc, sur les propos au début, vous avez parlé de contes où il y avait l'expression, dans un but didactique certainement, qu'il faut protéger la nature, il faut protéger la terre. À vrai dire, je pense que ça donne des idées fausses aux enfants, parce que quand on protège, ça veut dire qu'on est le plus fort et qu'on vient en aide vers cette nature qui est faible et qu'il faut protéger. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Et alors que, à vrai dire, l'espèce humaine fait partie de la nature. Et il est fort probable que l'espèce humaine va disparaître un jour, comme tant d'autres espèces ont disparu dans le passé, et qu'il y a une solidarité vitale pour les humains à être en harmonie avec la nature. Mais ce ne sont pas les humains qui vont protéger la nature. Si les humains disparaissent, la nature, ça remettra certainement. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. En fait, je critiquais certains contes très didactiques qui se servent de la forme conte pour faire passer des messages que je trouve très critiquables, parce qu'effectivement, on a l'impression que ça rend un peu mineur. Ce seraient des enfants à protéger, alors que le vivant est bien plus puissant que nous et depuis est apparu bien avant nous. Et donc, je suis complètement d'accord avec cette idée. Et justement, quand on pense les choses en termes d'écosystème, de relations avec des plantes, etc., qui sont des personnes dans les contes, des personnages, eh bien, justement, on sort de cette idée que la nature est un décor de randonnée, un ensemble de ressources dans lesquelles on pourrait puiser de façon illimitée, ou même un environnement ou une planète à protéger par des petits gestes. Enfin, c'est justement tout ce discours-là que je critique complètement. Question oui, madame. Merci beaucoup. Oui, moi je reviens sur cette notion d'éducation, en fait de didactique, qui me paraît extrêmement dangereuse, parce que c'est la vision européenne, mais on fait du conte quelque chose pour les enfants, donc quelque part qui doit leur montrer quelque chose, alors qu'au contraire on est dans un domaine qui est parfaitement, normalement, la performance qui se reproduit chaque fois différemment, et dans lequel il y a énormément de choses, selon les cultures, on a vu toutes les variétés de ce qu'il peut y avoir. Donc, l'écosystème, il est pas seulement parce que les animaux ou les plantes sont animés, parce qu'il y a aussi des façons différentes de les animer, mais le fait simplement qu'on voit comment on vit dans ce monde, comment on en vit, comment on le respecte, et il vous respecte. Et donc, on n'est qu'un élément parmi les autres. Et je ne pense pas qu'on puisse, même si on veut prendre le compte en disant on va montrer ça, eh ben on aura perdu quelque chose. Donc moi, je suis pour ne plus dire que le conte est pour les enfants et éviter de dire qu'on va apprendre avec le conte. Ça, c'est un de nos combats. Là-dessus, on est vraiment d'accord. Hein. Alors, le conte plaît beaucoup aux enfants pour plein de raisons, et voilà, ça a été montré par Suzy Platiel, par des tas de gens. Donc, il ne s'agit pas du tout de priver les enfants de goûter et de contes, mais en tout cas, juste reprendre conscience que c'est une idée très récente. Hein, c'est vraiment fin XVIIe siècle, et ça s'installe vraiment au XIXe siècle avec l'invention de la littérature jeunesse. Mais on perd beaucoup en se disant que ces histoires sont des histoires naïves ou des contes d'avertissement, alors que c'est aussi quelque chose qui m'étonne à chaque fois que je fais cours, c'est qu'on n'a jamais fini d'interpréter les contes. C'est une puissance poétique, mais aussi une puissance de penser le monde qui est assez infinie. Et c'est le reproche que moi je fais du coup aux lectures qui ont pu être faites par la psychanalyse, qui était un peu réductrice, avec tout à la moulinette du complexe d'Oedipe, ce que je ne critique pas en soi, mais en tout cas, on peut pas réduire le conte à ça. Et effectivement, quand on invite un conte dans un dialogue, et je le fais en consultation avec des adultes, bien évidemment, je ne le réduis pas à mes relations avec eh bien, on se rend compte que c'est infini ce que chacun peut avoir à en dire de
de tellement intime, de tellement unique, moi je ne cesse, depuis que je partage les contes dans ce type de dispositif, c'est-à-dire en tête à tête, mais c'est des contes que je racontais depuis 30 ans, mais j'en apprends à chaque fois. C'est infini. Donc, Comme la vie. Non, c'est juste pour amener une petite, peut-être, discordance. N'empêche que, malgré tout, moi, en tant que conteuse, qui raconte depuis plus de 25 ans, très récemment, j'ai commencé à m'interroger sur la façon dont je parle de la nature dans les contes, dans mes contes, dans ma façon de conter, alors qu'avant, je me posais pas la question. Un peu comme il peut y avoir l'éclairage par rapport aux femmes, par rapport aux vivants, la nature, je veux dire par là que très dernièrement, je racontais un conte de création où on abat un arbre. Alors, je dis pas qu'il faut plus abattre les arbres, hein, mais quand même, on dit la nature, vous avez raison, monsieur, c'est elle qui va nous être plus forte que nous, sauf qu'on est quand même vraiment en train de la saccager. Et donc, sans faire des contes cucu, écolo, machin, qui voudraient dire qu'il faut protéger, n'empêche que je m'étais jamais posé la question avant, parce que je suis d'une génération où le mot écologie n'existait pas. Et que, voilà, c'est tout. C'est juste une remarque. Je veux dire, je suis pas du tout pour enjoliver tout ça. Mais moi, j'avoue que dans ma pratique, c'est très récent que je me réfléchisse à comment je parle de la nature dans ma façon de parler. Une brève remarque de madame et on partira au fond et ça sera la dernière question, malheureusement. Oui, je pense que les contes nous amènent à une autre façon de vivre avec la nature parce qu'ils viennent d'un monde, d'un passé où quand même, on était écologiste par besoin pratiquement. Moi, je sais pas, quand je raconte les histoires de vaches, par exemple, j'explique aux enfants que pas mal de fermiers, qu'on pouvait vivre, si la famille n'était pas trop grande, avec une seule vache, et comment on se débrouillait pour avec ça. Et c'est tout naturel, et quelque part, ça ramène quand même à des notions de type de vie, d'existence, où la nature était beaucoup plus présente et plus respectée. On abattait des arbres, quand même. Je voudrais faire un petit lien avec un point sur la question du mariage dans les contes, qui est très critiqué. Moi, je me dis que en se reliant aux nécessités du vivant, le vivant obéit à la loi de sa propre préservation, la préservation de l'espèce, et que le mariage est la forme sociale que ça a pris, et qui est récente, mais qu'il y a quelque chose dans le fait que les êtres humains qui sont dans les contes se marient, on s'en fout que ce soit de mariage, ils s'unissent et éventuellement ils ont des enfants parce qu'il y a quelque chose qui les traverse, parce que c'est nous rappeler aussi que nous sommes partie du vivant et que nous obéissons aussi à cette nécessité. Ça, c'est un aspect. Et puis par rapport à l'aspect social que vous dites, effectivement, pendant très longtemps, être en couple, mariage ou pas mariage, le mariage étant une institution, et avoir des enfants, c'était aussi les conditions de sa propre survie, parce que les enfants nous aidaient au travail et ainsi de suite. C'était aussi, il y avait des logiques sociales. Et donc, du coup, on peut se décaler. Moi, par exemple, je vais parler plus d'union, parce que le mariage c'est autre chose, mais voilà, tout ça, ça nous permet de nous décaler d'une stricte lecture de voilà, alors il faut se marier. Non, mais c'est quoi se marier? Merci. Une question de Béotien qui connaît peu les contes mais qui adore la performance et l'art vivant. Je me demandais si le conteur, on voit que l'histoire est beaucoup liée à la performance du conteur ou de la conteuse. Est-ce qu'il y a une déontologie entre guillemets du conteur ou de la conteuse pour respecter peut-être un texte, ou peut-être qu'il n'y a pas un texte, mais des versions de texte, et peut-être que la transmission du texte et le sous-texte dépend beaucoup de ce que le conteur a envie d'y mettre, a envie de transmettre comme message, etc. Karine et peut-être Sylvie. Alors, moi, d'une manière générale, je préfère m'abstenir de vouloir transmettre un message. Je fais confiance au conte. Et effectivement, après, les sources sont diverses. Parfois, on a des sources littéraires avec des textes d'auteurs.
la majeure partie du temps, beaucoup de conteurs et conteuses vont chercher différentes versions et font la leur, mais pas dans un rapport à un texte littéraire qu'ils apprennent par cœur. Ça peut arriver aussi, hein. Il y a des conteurs qui racontent le texte de Perrault, par exemple, ou de Madame d'Aulnoy, mais la plupart du temps, c'est une multitude justement de versions qui sont collectées, accessibles dans des recueils d'anthropologues ou de conteurs qui ont publié, et puis chaque conteur va faire sa version écrite ou pas, ça dépend des conteurs. Sylvie? Eh bien, pour une question de béotien, je trouve que c'est vraiment une très très bonne question et que beaucoup de conteurs devraient se poser, parce que des fois, il peut y avoir des choses qui sont dérangeantes dans un récit. On aime, par exemple, voilà, je lis un récit, je l'aime beaucoup, mais certains passages me dérangent. Mon premier instinct pourrait être de dire oh, ok, j'enlève ça. Mais en fait, il ne faut pas faire ça. Parce que des fois, il y a des choses, des symboles que le conteur qui a choisi ce conte-là ne va pas comprendre, mais qui sera compris par quelqu'un dans l'auditoire. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, notamment si je raconte un conte qui n'est pas de ma culture. Au prétexte que ce conte n'est pas de ma culture et que je ne comprends pas certaines choses, si je les enlève, eh bien, je vais priver dans l'auditoire celui qui serait à même de comprendre tous ces symboles-là. Eh ben, je vais le priver de ça. Donc, si je ne me sens pas capable de raconter tel ou tel épisode, c'est que le conte n'est pas encore prêt pour moi. Je le laisse de côté. Et peut-être à un moment donné, ça va venir. Il faut dire aussi que le conteur, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup. On rencontre des gens, on écoute les conversations. Souvent, je dis que j'écoute les conversations dans le bus des autres ou dans le métro. Parce qu'on a besoin de ça, en vérité, pour faire la chair d'une histoire. Nous avons besoin de connaître l'humain. Donc, le conteur, avant tout, c'est quelqu'un qui est capable d'écouter énormément. Un conteur qui n'écoute pas les autres peut pas être un bon conteur. C'est vraiment c'est une base. Et même écouter son public, la respiration de son public, regarder le public. Il y a vraiment cette idée-là. On doit connaître beaucoup de la vie, je crois, pour être conteur. Je veux dire beaucoup de la vie, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais en tout cas, je saurais pas comment le formuler plus clairement, mais oui, on a besoin de matière, on a besoin de matériaux. Et le matériau, ben voilà, c'est votre question, c'est nous là ce soir, c'est tout ce qui fait la vie. Merci. J'avais prévenu, repartirai frustré parce que nous devons mettre un terme à cette soirée, mais ne le soyez pas autant que ça, parce que vous allez pouvoir repartir avec les ouvrages d'un certain nombre d'intervenants. Et puis, je trouve qu'avec Karine et puis Inès, on a beaucoup avancé dans la possibilité d'imaginer, de rebaptiser la maison des sciences de l'homme. On devrait plutôt la baptiser la maison des sciences du vivant, humain et non humain, et même du non-vivant. Ça s'appellerait une maison du conte, mais je crois que c'est déjà pris, ça. C'est déjà pris. Merci.